Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est 18h01 et on commence cette conférence. Je suis honorée et ravie d'ouvrir cette conférence pour cette rencontre avec le Jane Goodall Institute sur une thématique, préserver le vivant. Avant tout, je me présente, je m'appelle Macha Bino, je suis la rédactrice en chef des médias du Mouvement Up. Et le Mouvement Up, voilà, nous sommes un média, un cross-média avec une seule volonté, vous inspirer sur le changement. On est convaincu en fait qu'il y a des dizaines de solutions qui sont présentes un peu partout dans le monde. On est là, nous, pour braquer les lumières sur elles, sur ce qu'on appelle les acteurs du changement, les gens qui, à leur manière, ont décidé de changer le monde et ont décidé de contribuer au mieux vivre ensemble et avec la planète. Ce soir, j'ai le plaisir d'une rencontre avec Galit Kenan du Jane Goodall Institute. Bonsoir Galit. Bonsoir Macha. Nous allons échanger pendant à peu près 45 minutes autour du Jane Goodall Institute et des combats que vous menez au sein de l'Institut. N'hésitez pas, vous, amis sur Facebook et amis sur Zoom, à poser des questions si vous souhaitez que l'on aille plus loin dans les échanges et si vous voulez poser effectivement peut-être des problématiques ou des points d'éclaircissement sur les sujets que nous allons aborder. Si l'on revient un peu effectivement sur le sujet qui nous amène, le Jane Goodall Institute donc, a été fondé par Jane Goodall, qui est une primatologue reconnue pour ses découvertes sur les chimpanzés. Et c'est également une pionnière de la recherche sur les relations homme-animal. À 86 ans, cette scientifique britannique, nommée messagère de la paix auprès des Nations Unies en 2002, œuvre sans relâche à travers sa fondation pour la protection de la vie sauvage. Et à vous, les amis de Facebook qui n'avez pas vu le off de Zoom, effectivement, Galit précise encore et encore que même pendant le confinement, elle a continué à combattre et à mener ses messages, notamment au travers de nombreux Facebook Live et de nombreux lives. Dès 1977, Jane Goodall a créé l'Institut Jane Goodall pour la recherche, l'éducation et la conservation de la faune. L'objectif était à la fois de protéger les chimpanzés sauvages menacés par le braconnage, lutter contre le déboisement et travailler également à améliorer les conditions de vie des chimpanzés gardés en captivité. Aujourd'hui, l'Institut Jane Goodall, c'est près de 30 bureaux dans le monde et ses activités se déploient sur plus de 50 pays. Et nous sommes ravis donc d'accueillir aujourd'hui toi, Galit, qui est la directrice du Jane Goodall Institute en France. Exactement. Avant tout, et avant d'échanger ensemble, en fait, pendant notre temps, sur vos activités et les combats que vous menez au sein de l'Institut, on est très heureux de vous donner cette vidéo et je vais vous lancer la vidéo. Jane Goodall a tenu à vous adresser, à vous, membres de la communauté du Mouvement Up, un petit mot et je vous la diffuse tout de suite. Hello, this is Jane Goodall, and thank you very much for inviting me to be part of this important virtual gathering. And because we're all separated, or most of us, I think the best way to start would be a distance call that many of you will be familiar with, a distance greeting. Well, me, Jane. Anyway, we're actually separated because the world is going through a very chaotic time. And there's a great deal of suffering. People have lost their lives, their loved ones, their jobs. People have risked and sometimes lost their lives fighting on the front line, delivering help to those who are sick, for those who are stranded. There's a lot of unhappiness and fear. But the tragedy is we brought this all on ourselves because we have ignored the repeated warnings of scientists studying zoonotic diseases that this pandemic was bound to happen sooner or later on the front line, and it's delivering we have help to those who are sick, world, to those who are stranded. There's a lot of we've destroyed, for unhappiness, forests, forcing animals to come closer and closer together. And this enables bacteria and viruses to sometimes jump the species barrier. Occasionally this creates a new disease.
And animals are pushed in closer contact with people as we invade their homes and destroy their own natural foods and build roads deeper in, more and more contact with the animals, with hunters, and so forth. And again, this creates another opportunity for bacteria and viruses to spill over into a human being, and occasionally a new disease that then can be passed from person to person. And we have disrespected animals. We've hunted them, killed them, eaten them, and trafficked them. Animals from different places and different species that normally would have no contact with each other are trafficked, for example, to the wildlife markets in Asia. And there, very often in unhygienic conditions, always in extremely brutal conditions, these animals are sold. And again, there's an amazing opportunity for these bacteria and viruses to jump over into a human. Because of the unhygienic conditions, the seller and the buyer can be contaminated with blood, urine, and feces. And this is what is thought to have happened with the meat market, the wet market in Wuhan, that led to the COVID-19 pandemic. And the coronavirus, bonded with a human cell and created this new disease, which could then pass from human to human, and so rapidly has spread around the world. And as I say, this is what was predicted. It's not just the wildlife markets of Asia. There's the bushmeat markets across Africa and other parts of the world. HIV/AIDS, that horrific pandemic, was started in 2 different parts of Central Africa by the butchering and selling of chimpanzees and chimpanzee meat. So we are terribly worried. Chimpanzees are so like us in their biology that almost certainly they can be infected with COVID-19. We don't know how this would affect them, but we're terribly worried in Gombe and other people who are trying to protect wild chimpanzees and the chimpanzees in our sanctuaries. In sanctuaries, it's not so difficult to protect the chimpanzees because you keep visitors out and you make sure that the caregivers are wearing proper protective clothing and the food is carefully cleaned. But what about in the wild? There are no boundaries. People come in, chimpanzees and other primates can go out. No wonder we're worried at Gombe. No wonder we're worried in Senegal. No wonder we're worried in Uganda and Burundi and other places where the Jane Goodall Institute and others are working to protect chimpanzees, already an endangered species. This is one new danger. Gombe and the surrounding area, Msito Nagala, is a UNESCO biosphere reserve. And there people and animals are encouraged to live together in harmony. This means a lot of education so that people understand. It also means finding ways for people to make a living without destroying the natural world, while preserving their environment. And a healthy environment depends on the biodiversity of the area. We have to protect not only the chimpanzees, but the other amazing animals and the plants and the trees that make up these ecosystems. So we are working very hard to help the people to find other ways of living, to improve education and health. Our youth program, Roots and Shoots, is working to educate the young people in the schools and the adults about the danger of destroying the environment. It's not just to protect wildlife, it's to protect their own future. And so hopefully a gathering like this will bring together people with ideas on how to move forward towards a better world,
post-COVID-19. Because if we carry on with business as usual, then there's little hope for the future of humankind on planet Earth. The factors that have led to COVID-19, the disrespect of nature and animals, is a contributing factor to climate change. We'll get through this pandemic as we have got through others. Climate change is an existential threat, and I'm hoping that the silver lining to this pandemic is firstly finding ways to live, to show greater respect for animals and nature. And just as an aside, it's not just these wildlife markets, it's our intensive animal farming, industrial animal farming, the factory farms. These too lead to often unhygienic, certainly cruel conditions. It's another environment where bacteria, viruses have spilled over into humans. And so let's all hope that we can get together and be strong and find a new way of living post-COVID-19 to develop together a new green economy, to learn respect, not to go back to the old ways that are leading to destruction of life on planet Earth as we know it. Thank you. Trop. Merci encore Jane Goodall d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous et pour nous faire passer ce message. J'ai bien vu vos messages sur Facebook pour les sous-titres peu lisibles. Sachez que dès demain, nous mettrons cette vidéo en ligne. Comme ça, vous pourrez réécouter facilement sur le site du Mouvement Up le message porté par Jane Goodall. Ne vous inquiétez pas, on vous le rediffuse dès demain, il n'y a pas de problème. Effectivement, on n'avait pas nécessairement réfléchi à la taille des sous-titres et ça fait partie de la magie du direct Facebook Live et je vous prie de m'en excuser. Galit Kenan, comment est-ce qu'on fait pour enchaîner après le message de Jane Goodall? C'est compliqué, hein? Ben, on dit que ça y est, tout a été dit. Bonne fin de journée. Hein. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur Jane. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu, brièvement, le parcours de Jane Goodall? Comment elle en est venue à monter une ONG? Moi, je trouve que le parcours de Jane est particulièrement intéressant parce que rien ne l'a prédisposée à devenir ce qu'elle est devenue. Voilà, c'est une petite fille rêveuse qui adore les animaux, comme beaucoup d'autres enfants, qui a la chance d'avoir une maman qui l'encourage et qui lui explique toujours que tout est possible, il suffit de travailler dur. Si tu as un rêve, tu peux voilà, il peut se réaliser, il suffit de travailler dur. Et à 20 ans, elle a une copine qui l'invite en Afrique, au Kenya, et elle y va. Et elle rencontre un monsieur qui s'appelle Louis Leakey, qui est un paléontologue extrêmement connu, qui a également lancé à la fois Diane Fossey, Birute Galdikas, enfin vraiment ce qu'on a appelé les Free Angels, les anges gardiens, et gardienne en l'occurrence, pardon. Et elle est partie dans la forêt à la rencontre des chimpanzés alors qu'elle n'avait aucune formation scientifique. Et c'est justement parce qu'elle avait aucune formation scientifique qu'elle les a approchés naturellement, différemment. Elle est restée assez longtemps et là, elle a fait des découvertes qui ont révolutionné notre vision du règne animal et notre vision de l'homme au sein du règne animal. Elle a d'abord découvert que les chimpanzés utilisaient des outils, enfin créer et utiliser des outils, en l'occurrence qu'ils utilisaient une branche pour pouvoir creuser au sein pour prendre des termites et les manger. Or ça, à l'époque, c'était la définition de l'être humain. D'où la couverture du Time que j'aime beaucoup, de Women Will Change the Definition of Man. Je trouve ça assez classe. Et ensuite, elle a fait évoluer l'étude des comportements des animaux d'une façon globale, puisque elle a donné des prénoms aux animaux. Elle les a observés avec beaucoup d'empathie. Elle a pris énormément de notes. Elle est toujours restée en retrait, alors qu'à l'époque, ce qui était valorisé, la seule et unique façon de faire, c'était une façon beaucoup plus scientifique, froide. On donnait des chiffres. Les animaux n'étaient pas considérés comme... enfin voilà, c'était
des éléments d'expérimentation, pas plus. Et donc voilà, et elle a vraiment été la précursrice d'expliquer le fait qu'ils ont une vie sociale complexe, qu'ils sont dotés de personnalité, qu'ils sont dotés d'émotions, et cette personnalité des animaux n'a vraiment suscité un intérêt que depuis les années 90 et 2000. Et ce qui est passionnant chez Jane, c'est qu'elle est toujours très en avance. C'est-à-dire qu'on est en 1960, c'est une femme seule, non scientifique, qui va au fin fond de l'Afrique. On est à Gombe, ce qui est maintenant la Tanzanie. Enfin, voilà, elle a dû faire face à beaucoup de récriminations, beaucoup de gens qui ont remis en cause tout ce qu'elle faisait et tout ce qu'elle disait. Et c'est intéressant comme elle a toujours été précurseur. Précustrice. Voilà, exactement. Et son approche, après, d'ailleurs, c'est ce dont on parlait juste avant la conférence, ce qui est d'intéressant, c'est qu'elle a vraiment une approche holistique qui est venue immédiatement. Holistique dans le sens où elle dit, pour protéger les animaux sauvages, il faut protéger leur habitat qui les entoure, et donc la nature, et pour protéger à la fois la faune et la flore, il faut mettre les populations locales qui sont autour au cœur de cette stratégie de conservation. Tout ça n'est possible qu'en le faisant avec et pour eux. Et ce qui aujourd'hui est reconnu par la majorité des ONG sur le terrain, je crois, à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Donc, voilà. Et justement, cette vision-là holistique, est-ce que c'est ça l'impact du travail de Jane Goodall? Parce que j'imagine que de nombreuses recherches ont été faites. Ouais. Qu'est-ce qui fait que elle, le travail qu'elle a amené, a un impact encore maintenant et elle est tant écoutée sur son travail sur les chimpanzés? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui interviennent. La première, c'est que ça fait 60 ans, puisque le 14 juillet, ça fera très exactement 60 ans que Jane a fait ses découvertes à Gombe, qui est un peu le cœur historique du Jane Goodall Institute. Donc, c'est aujourd'hui la plus longue étude sur des chimpanzés sauvages qui ait jamais eu lieu. Il y a plus de 600 papiers scientifiques qui sont sortis. Il y a énormément. Les chimpanzés ont un rôle extrêmement important au sein de leur biosphère. Ça veut dire aujourd'hui, il y a plus que 300 à 350 000 chimpanzés dans la vie sauvage, à l'état sauvage, et on considère que 75% connaissent déjà un déclin, non seulement de leur population, mais aussi de la diversité de comportements. Donc, ce qui pose énormément de problèmes. Et pourtant, ils sont extrêmement importants puisqu'au sein de leur écosystème forestier, ce sont des pollinisateurs. Ce sont des agents disperseurs de graines et donc ils ont un rôle important en plus de leur rôle dans la chaîne alimentaire. Et en plus de ça, les avancées scientifiques, dont celle de Gombe étant, je crois, majeure, sont très importantes en termes de recherche scientifique et aussi en termes de recherche médicale. Quand on sait, comme le disait Jane, ben voilà, beaucoup de maladies et de pandémies qu'ont dû affronter les humains ces dernières décennies viennent malheureusement d'une zoonose, donc d'une transmission entre les animaux aux humains. Et il y a par exemple Sabrina Krief en France qui travaille beaucoup sur cet aspect médicinal et médical des choses. C'est vraiment assez intéressant. Et c'est vrai que Jane a toujours eu cette approche complète, holistique, et je crois que ça fait toute la différence, même si aujourd'hui, ça continue à être quelque chose qui est de plus en plus usité partout sur le terrain et c'est merveilleux. Il y a quelque chose d'autre, je pense que la personnalité de Jane est assez unique. J'essaye de rester mesurée, mais je pourrais être beaucoup plus dithyrambique, mais j'essaye de ne pas le faire. Jane a vraiment une façon d'aborder les choses et d'aborder les gens à la fois avec beaucoup de rigueur, beaucoup de conviction, beaucoup de foi et à la fois avec beaucoup de douceur. Ça veut dire que quand elle s'adresse aux gens, elle ne cherche pas tout de suite à les convaincre. Elle ne va pas arriver en opposition en disant ben voilà, vous avez tort, j'ai raison, et d'ailleurs il faut que vous fassiez comme moi parce que c'est la seule façon de faire. C'est pas du tout son approche. Et je pense que c'est pas pour rien que Jane est un des 12 messagers de la paix auprès des Nations Unies, c'est-à-dire des personnalités qui ont été choisies pour représenter ces valeurs de paix, de non-violence, de dialogue. Jane est extrêmement dans le vivant. Quand elle s'adresse à quelqu'un, elle l'écoute complètement. Et par exemple, c'est en allant aux
États-Unis, elle allait aller voir les gens dans les laboratoires qui faisaient des expérimentations sur les primates. C'est en discutant avec eux, en leur montrant des vidéos, en disant, vous voyez les singes que vous voyez là dans les cages, regardez, moi j'étais encore avec eux il y a une semaine à Gombe, et c'est par une méthode plus douce, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est une façon d'écouter et de convaincre très spécifique et qui, je crois, fait toute sa force également. Et en Que l'on plus... ressent d'ailleurs, pardon, je me permets de te couper, Galit, mais que l'on ressent d'ailleurs dans le message que l'on vient de diffuser, où elle est force de conviction, mais elle arrive effectivement en toute bienveillance à nous faire passer le message. Je pense que ce qui fait la caractéristique de Jane Goodall que tu connais beaucoup Tout mieux à que fait. moi. Non, mais oui, tout à fait. Et je me permets une question, du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle décide que ces travaux de recherche basculent dans un institut? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle décide de faire un groupe pour aller encore plus loin dans ses recherches? En fait, à la base, elle était très bien en chercheuse auprès des chimpanzés dans ce qui est devenu la réserve labellisée Man and Biosphere par l'UNESCO de Gombe. Mais elle est allée à Chicago dans une conférence et il y a eu deux choses. La première, c'est qu'elle s'est rendue compte que les gens parlaient et avaient une vision chacun très étroite. Chacun parlait de son domaine et uniquement de son domaine sans regarder ce qui se passait autour, sans regarder les conséquences, sans avoir une vue plus générale. Et la deuxième, c'est qu'elle, en étant sur le terrain, elle a vu la déforestation, elle a vu la fragmentation de l'habitat. Et c'est quelque chose dont elle a tout de suite eu conscience de l'impact majeur que ça allait avoir sur la faune sauvage. Et donc, elle s'est dit, il faut, pour pouvoir protéger ces animaux sauvages au mieux, il faut que j'ai cette approche. Et pour ça, elle a monté un institut qui porte ses valeurs et qui, je crois, essaye de mettre en place des actions qui sont dans l'esprit de ce qu'elle préconise et porte. Alors justement, avant qu'on parle de l'Institut, j'ai une dernière question. J'en aurais des dizaines sur Jane, mais pour le coup, on va essayer d'aller plus loin sur ce sujet-là. Tu le précisais tout à l'heure, elle était messagère de la paix en 2002. Est-ce que cette reconnaissance vous a permis, vous, de développer vos actions au sein de l'Institut? Est-ce que ça a été un accélérateur pour le coup? Je ne sais pas si on peut parler d'accélérateur. Moi, la première fois que j'ai lu la liste de tous les prix dont Jane est récipiendaire, il y a un moment où je me suis dit, mais ça ne s'arrête jamais. Il y en a 7 pages, voilà, de prix uniquement très prestigieux. Enfin, ce mois-ci, elle a encore reçu le prix Tang. Enfin, c'est non-stop. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que le prix de messager de la paix, ça va bien au-delà du domaine dans lequel on est. Ça veut dire, c'est vraiment quelqu'un qui met sa renommée, dont il bénéficie d'ores et déjà, au service d'une cause via l'ONU. Et cette reconnaissance-là, je trouve, oui, est extrêmement intéressante parce qu'elle permet en un mot de définir qui est Jane. Voilà, Jane, elle a reçu des centaines de prix en tout cas, mais celui-là permet de montrer combien son approche totalement apolitique, totalement pragmatique, totalement non violente, dans l'empathie, dans l'altruisme, dans une grande générosité, et surtout on y retrouve la transmission, qui est vraiment un mot-clé pour Jane. Jane, elle considère, à juste titre, mais on en reparlera, mais qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, le point le plus important, c'est éduquer, sensibiliser. Et à la fois les populations locales qui sont autour des zones dont on s'occupe, mais aussi dans le monde entier, comme nous, on peut le faire en France, au sein de l'Institut. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être le relais, parce que notre ambition à nous, c'est d'inspirer le changement et vous en êtes un grand révélateur et une très belle initiative. Sinon, on parle maintenant de l'Institut. J'ai très rapidement expliqué qu'effectivement, elle crée l'Institut en 1977. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les grands enjeux que vous abordez au sein de l'Institut? Bien sûr. L'Institut, il porte vraiment sur 2 axes complémentaires. Le premier, c'est la recherche, la science, la conservation, c'est tous les projets de terrain en Afrique, sur la ceinture équatoriale, là où sont présents les chimpanzés. Donc, on est présent dans 12 pays actuellement, où on a soit des sanctuaires dont on s'occupe intégralement, soit des lieux où on est très présent et où les animaux sont
en liberté à l'état sauvage et on essaye d'améliorer leur bien-être et de protéger leur environnement. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et tout ça se fait, comme on le disait tout à l'heure, avec les populations locales qui sont vraiment au cœur de la stratégie. L'idée c'est de dire, c'est trop facile d'arriver et de dire aux gens, il ne faut pas abattre les arbres et il ne faut pas tuer les animaux, c'est mal. Oui, mais quand on en a besoin pour soit manger, soit pour se chauffer, la situation est différente. Et Jane et le Jane Goodall Institute apportent une façon de penser qui est de dire, afin de pouvoir sensibiliser, avant, il faut proposer aux gens des moyens de développement qui soient à la fois durables, pérennes, alternatifs et qui fonctionnent et sur la durée. Et c'est là où nous, le fait qu'on soit présent sur le terrain depuis 60 ans ou 40 ans, ça change tout parce que ça fait 60 ans qu'on fait ce travail-là avec les gens. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. Et le deuxième axe de l'Institut, c'est à la fois de faire du plaidoyer. Donc, ce qu'on fait de façon, j'allais dire tout à l'image de Jane, très doucement, en profondeur, en discutant avec les personnes, pas obligatoirement sur la place publique d'ailleurs, le plus souvent pas sur la place publique d'ailleurs. Et c'est un projet de sensibilisation qui s'appelle Roots and Shoots, donc des racines et des bourgeons. C'est un programme qui s'adresse aux jeunes de 7 à l'université ou plus. Et l'idée, c'est en 1991, avec 12 étudiants, sont venus voir Jane en me disant oh, « on n'arrive rien à faire, on ne sait pas quoi faire, etc. » Et elle a préconisé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est un programme qui est reconnu, qui a reçu des prix aussi, etc. C'est parce qu'il dit aux jeunes « choisissez-vous, appropriez-vous les enjeux ». Ça veut dire, la première chose qu'on fait, c'est je regarde autour de moi et je fais une cartographie de là où je suis. Je fais une cartographie sur les 3 thématiques dont on a parlé, qui constituent vraiment le cœur du Jane Goodall Institute. Qu'est-ce qui se passe au niveau des humains ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des autres animaux et qu'est-ce qui se passe au niveau de la nature. Et ça peut être, est-ce que je peux aider des SDF, des personnes âgées, des bébés? Est-ce que il y a suffisamment de potagers bio autour de chez moi ou dans mon école? Comment est-ce que au moment de la migration des Martinets, il n'y a pas si longtemps, comment est-ce que ça se passe dans mon village? Est-ce que je peux faire dans ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire? Et une fois que j'ai fait cette cartographie, qui est donc extrêmement local, mais qui généralement rejoint des enjeux extrêmement globaux, je décide quel projet j'ai envie de m'approprier et comment j'ai envie de le faire. Et quand je m'attaque à quelque chose, truc dingue, quand on agit, eh ben ça marche. Il y a des actions, il y a des résultats. Non, mais c'est vrai. Et ces résultats-là, à l'anglo-saxonne, on les célèbre. On dit, ouais, regardez ce que j'ai réussi à faire. Et cette célébration, c'est pas uniquement exprimer sa joie, même si c'est déjà important, c'est aussi une incitation à l'exemple pour d'autres. Ça donne envie à d'autres de faire la même chose. Donc, on a à la fois ça, et donc où les jeunes s'approprient eux-mêmes et décident eux-mêmes quels sont les projets qu'ils décident de faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on lance tous les 2 mois environ des campagnes sur différentes thématiques pour les accompagner. Et là, on les lance au niveau mondial généralement. Voilà. Les plus grandes victoires qui te tiennent à cœur, là, récemment, à l'Institut, ça serait quoi? Alors je ne sais pas, tout dépend ce qu'on appelle des victoires. Moi, je trouve merveilleux dans la façon dont les collaborateurs du Jane Goodall Institute dans le monde entier se sont mobilisés pendant la crise du Covid. Tu pourrais nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des actions particulières, notamment pendant le confinement et pendant le Covid, qui seraient intéressantes de mettre en lumière pour inspirer notre communauté? Bien sûr. Les chimpanzés partagent avec nous 98,6 de notre ADN. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est extrêmement proches. Oui. Et de ce fait, aujourd'hui, il n'y a aucun cas avéré de transmission de l'homme au chimpanzé. Néanmoins, tout le monde est extrêmement inquiet au Jane Goodall Institute, mais dans l'ensemble des associations de terrain. On est extrêmement inquiet de la possibilité de transmission et de ce que ça engendrerait, puisque, comme on l'a dit, il en reste quand même très peu.
Et comme le disait Jane dans la vidéo, autant dans les sanctuaires, on a pu gérer ça de façon relativement simple, même si c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Il y avait un webinaire d'ailleurs au sein de l'UNESCO qui rejoignait l'ensemble des personnes qui s'occupent de réserves labellisées MAP, donc avec la même approche que nous, de façon à essayer de voir. On a évidemment fermé les lieux au public, on a évidemment eu une nécessité beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour que les collaborateurs sur le terrain puissent continuer à soigner, à nourrir, etc., les animaux. Mais par contre, parallèlement, il y a eu une augmentation du braconnage. Alors, on a tous en tête malheureusement ce qui s'est passé au parc du Virunga, les décès des gardes-parcs, etc. Il y a vraiment une hausse du braconnage de façon extrêmement importante et du trafic illicite des animaux sauvages. Et donc, nous, on a dû renforcer toutes nos actions habituelles. Il se trouve qu'on forme plus de 900 parcs, éco-parcs, rangers, chacun appelle ça comme il veut, chaque année. Cette année, on a mis en place aussi des brigades canines qui sont formées et qui aident et qui assistent. On a ce qu'on appelle des caméras trappes dans des lieux stratégiques pour essayer de suivre ce qui se passe. Et dès qu'il y a quelque chose de pas normal, eh ben, on part. Il y a les fences, les barrières autour. Donc, il a fallu systématiquement faire extrêmement attention là où on pouvait. Mais comme toujours, le plus important, c'était l'éducation. La sensibilisation, le fait de dire aux gens, expliquer pourquoi particulièrement en ce moment, pourquoi faire. Il y a beaucoup de choses qui sont intervenues pendant cette période. On sait par exemple que nous, on fait beaucoup d'accès à la santé pour les populations locales qui habitent autour. Et il y a une théorie, une initiative mondiale qui s'appelle One Health et qui dit qu'il y a 3 objectifs. L'idée, c'est de lier la santé humaine avec la santé de l'environnement et la santé des animaux. Donc, on retrouve vraiment l'approche du Jane Goodall Institute. Et nous, on est vraiment dedans. Et l'idée, c'est de lutter contre les zoonoses, d'assurer la sécurité alimentaire, sanitaire des aliments, ce qui est quand même extrêmement difficile, et c'est lutter contre la résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé pendant cette période, plus que jamais, avec les populations locales. Le problème, c'est que le Covid, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ça veut dire, ça fait longtemps que les scientifiques nous disent on va avoir une nouvelle pandémie, il va y avoir une nouvelle zoonose, c'est là, c'est latent, ça va arriver. Et Galit, je vais te Oui. demander simplement de préciser ce que c'est que une zoonose. Pardon, une zoonose, c'est une maladie qui se transmet d'un animal, d'un mammifère, d'un animal à l'homme. Donc voilà, comme l'a été je ferme la juste COVID-19. la parenthèse, mais Ah, voilà. mais merci, non, au contraire. Comme l'a été effectivement la Covid-19. Exactement. Et en fait, l'habitat naturel sur lequel les animaux sauvages sont disparaît de plus en plus, se fragmente de plus en plus, se réduit, enfin vraiment. Donc, il y a de plus en plus d'animaux qui sont sur une même surface, qui est de plus en plus limitée. Ces changements font qu'il y a une perte de diversité biologique et comportementale et que ça augmente les risques de zoonose puisqu'ils sont beaucoup plus en contact avec les humains. Et la pauvreté d'un côté, la surpopulation de l'autre crée aussi le fait que les humains eux-mêmes se rapprochent de plus en plus. Oui. Voilà. Et donc, les 2 actions combinées font que les risques sont de plus en plus importants. Il y a un rapport du WWF qui est sorti là en juin 2020 qui dit que 60 à 70% des maladies qui sont apparues depuis 1990 chez l'homme provenaient de la faune sauvage. Donc, c'est quelque chose dont on se doutait, mais enfin, voilà, une étude comme ça. Or, alors, je ne veux pas donner trop de chiffres, mais si on prend les mammifères sauvages, aujourd'hui, ça représente plus que 5% de la biomasse des mammifères terrestres. Ça veut dire que les humains et les animaux domestiques, on représente les 95% autres. C'est pour ça que la protection du vivant, c'est pas qu'un mot creux, c'est pas que une idée d'écolo de se dire oh, ça serait bien de les protéger. C'est extrêmement important, c'est fondamental. Et sur le terrain, en même temps qu'on a toutes ces maladies, cette fragmentation, cette perte d'habitat naturel, on a parallèlement une hausse du braconnage, une hausse des incendies de forêt. On le voit en Amazonie actuellement, c'est une catastrophe, mais en Afrique, là où on est... Et en Australie aussi, ce qui a été le cas en Australie aussi il n'y a pas très longtemps.
Exactement. Et puis, enfin, si on regarde au niveau de la déforestation en Afrique, malheureusement, c'est au niveau mondial, la moyenne de la perte des forêts, c'est en Afrique, c'est le seul continent où le recul de la forêt continue à s'accélérer. Et ça aussi, c'est une étude de mai 2020. Enfin, c'est vraiment extrêmement récent. On détruit ces milieux naturels à un rythme fou. Et c'est pour ça que Jane Goodall Institute, on œuvre tellement à... Enfin, pardon, je vais rester sur les risques. Il y a l'exploitation forestière illégale qui est extrêmement importante et qui augmente. Enfin, et tout ça fait qu'il faut agir, et il faut agir de façon concomitante et structurelle sur toutes les causes qui Bien amènent sûr. à ça. Et ce qui m'amène à ma deuxième question et ma deuxième interrogation. Le Jane Goodall Institute existe depuis longtemps. Ouais. Je voudrais que tu nous parles de votre approche du temps long. C'est-à-dire que vous avez conscience effectivement que les choses ne se changent pas comme ça et qu'il faut nécessairement, notamment dans votre approche au niveau des peuples avec lesquels, des populations avec lesquelles vous travaillez, vous n'arrivez pas de manière ingérante, de manière oppressante auprès de ces populations-là, mais vous préconisez le temps long. Est-ce que tu peux nous parler de ça et de cette approche-là? Avec plaisir, parce que c'est quelque chose que je trouve très impressionnant au sein du Jane Goodall Institute. Ça veut dire que parfois, on peut avoir, voilà, on se dit, on va dans un endroit, ça serait extrêmement important. L'accès à la santé est quelque chose de très important, on en parlait tout à l'heure. On sait combien à la fois la surpopulation et la pauvreté sont des facteurs voilà, très, très criants et très présents, et qu'il est important d'œuvrer contre. Déjà, le Jane Goodall Institute fait partie de ce qui est maintenant les rares... enfin une minorité en tout cas d'ONG de terrain qui continuent à travailler pour le droit des femmes, entre autres sur la planification familiale, qui est le fait de dire il faut laisser le choix à chacun de pouvoir décider, travailler, etc. Et on sait que en faisant du woman empowerment, en donnant l'accès à l'éducation, en donnant l'accès à la santé aux femmes, c'est l'ensemble de la communauté qui bénéficie et qui avance et qui se renforce. Et pour reprendre ce temps long, ce qu'il y a d'intéressant au Jane Goodall Institute, je trouve, c'est que les projets ne se font pas en une fois. C'est pas on se dit, ben voilà, on va ouvrir 15 dispensaires à tel endroit, ce qui est un objectif qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors non, d'abord on va venir, on va faire la première année une campagne de vaccination et une sensibilisation et une formation de quelques infirmiers. Une fois qu'on a fait ça, on commence à travailler sur les plans d'un premier dispensaire. Ce premier dispensaire ayant été construit, il va être testé par les gens, les populations locales, et à la fin d'une année, on fait un point. Et là, on voit avec les populations locales, est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait changer avec les collaborateurs à l'intérieur du dispensaire? On fait venir... Alors, c'est quand même une ONG scientifique de conservation. Donc, on a des critères extrêmement précis. On fait un audit interne, on fait un audit avec le ministère de la Santé locale, on fait un audit avec d'autres acteurs similaires à nous. Une fois qu'on a fait ça, on en construit 2 autres. Une fois qu'on a construit les 2 autres, rebelote, on recommence, et c'est seulement après qu'on en construit 5 de plus. Et je trouve que ça, c'est extrêmement révélateur de la façon de faire du Jane Goodall Institute. C'est vraiment une façon de prendre son temps, que ce soit les populations locales qui expriment d'abord à la fois leurs intérêts et leurs besoins, que ce sont elles les premiers qui décident est-ce que oui ou non c'est utile, pas comme ça, il faut changer ci, il faut changer ça, etc. Et de la même façon, c'est une ONG extrêmement pragmatique, de façon à pouvoir s'installer dans le temps long. Si on reprend l'éducation des jeunes filles, il y a beaucoup d'ONG, et c'est déjà magnifique et c'est merveilleux, qui font de l'accès à l'éducation des jeunes filles en donnant des bourses. C'est extraordinaire, et vraiment bravo à chacun d'entre nous qui faisons ça. Mais ce que je trouve très intéressant, ce qu'on fait par exemple en Ouganda et ce qu'on fait nous sur le terrain, c'est aussi de développer un système de tontine, un petit peu comme au sein du microcrédit. Ça veut dire on prend des familles, on prend 4-5 familles, et dedans il y aura systématiquement une famille qui est un peu un leader d'opinion au sein de la communauté. Ça peut être le chaman, ça peut être le chef du village, enfin, quelle que soit la raison pour, et il ne faut pas qu'une des jeunes filles quitte le groupe. Sinon, l'opprobre est sur l'ensemble du groupe.
Et donc, il y a une façon de faire qui fait que ça tient dans le temps. Et non seulement ça tient, surtout quand on sait que le drop-off, le taux d'abandon de l'éducation chez les jeunes filles monte à 70-75% selon les pays, Burundi, Ouganda, etc., dès qu'elles deviennent réglées. Et donc, une façon de faire de l'accès à l'éducation, chez nous, c'est aussi donner des kits sanitaires. C'est aussi faire une éducation sur c'est quoi les règles, comment on peut, et faire que ces jeunes filles puissent aller faire leurs études, passer cette période. Et Donc, c'est ça l'intérêt, je pense, au sein de l'Institut, c'est que vous venez en fait compléter aussi une offre où cette pluralité d'offres que des ONG permet en fait effectivement de travailler dans le temps court, d'être très réactif sur certaines situations et d'être dans le temps long, ce qui crée une solidité du message et de l'éducation. exactement. Et le fait de, pardon, Non, et le non, fait d'aborder au sein d'une même population, d'avoir à la fois l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, le woman empowerment, la sécurité alimentaire, du microcrédit, c'est le fait que ça se complète et que ce soit fait de façon, encore une fois, globale. Je suis désolée, globale, holistique, c'est vraiment des mots qui reviennent, mais parce que c'est vraiment notre façon de penser. C'est de dire on ne peut pas prendre les choses de façon par silo. C'est vraiment plus intéressant, nous semble-t-il, aussi de les prendre dans leur globalité. Et de par votre expérience sur toujours cette notion du temps long, à la sortie du confinement, on a eu l'impression d'avoir une énorme prise de conscience de la plus grande partie de la population, en tout cas sur le territoire français et déjà au sein de nos communautés. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour garder en fait cette notion-là et cette prise de conscience-là dans le temps long? Parce qu'on est sorti effectivement de ce confinement avec plein de bonnes résolutions. Comment est-ce qu'on fait pour les garder? C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses. Jane a un motto que je trouve personnellement absolument génial. Elle dit que chaque geste compte, que chacun d'entre nous a un pouvoir, que chaque geste compte et que tout dépend quel geste on va faire pour quel impact. Et, et je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante parce que, évidemment, il faut dès le début un changement de paradigme. Évidemment, aujourd'hui, on va faire face au changement climatique et il y a des choses qu'il faut qu'on aille dessus. Mais qu'on travaille dessus pour une sobriété plus heureuse, pour ce qu'elle appelait une green economy dans la vidéo, etc. Et je pense que c'est extrêmement important. L'agriculture intensive qui détruit les sols, qui met en place des monocultures, on sait que ça n'est pas viable à long terme et on sait que c'est quelque chose qui va nous revenir d'ici peu dessus. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est des choses macro sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille. Par contre, Jane souligne le poids de chacun. Ça veut dire comment chacun peut agir dans son coin, en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant qu'être humain. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y avait une étude de Carbone 4 en 2018 qui était super intéressant, qui parlait des éco-gestes, justement, et qui disait que moi je trouve assez intéressante parce qu'elle explique que non seulement ça a de la valeur en tant qu'exemple et d'incitation pour les autres, encore une fois, mais aussi que certains impacts sont plus grands que les autres. Et le plus grand impact qu'on puisse avoir à titre personnel, c'est changer d'un régime carné à un régime végétarien. Ça influence 40% de notre empreinte carbone. C'est Et incroyable. effectivement, ces petits gestes sont des gestes qui peuvent avoir un impact, un effet papillon. Et effectivement, peuvent avoir un impact global assez intéressant. Si l'on reste juste, si on continue un peu sur cette période, puisqu'il y a quand même un avant et un après confinement et Covid, effectivement, cette pandémie a mis en lumière l'interdépendance entre la préservation de la nature, des espèces et la santé. Et ma question est simple, quel impact cette pandémie a-t-elle eu sur votre vision et vos actions au sein de l'Institut? Est-ce que ça a fait pivoter ou ça a confirmé certaines de vos actions ou votre vision? Alors, nous, on est complètement dans ça. Enfin, le fait de dire que le vivant est lié, que tout est interconnecté, qu'on fait partie de notre environnement, qu'on en a besoin, qu'on en dépend et qu'on n'est pas séparé mais lié de notre environnement, c'est le cœur
du propos de Jane et de tout ce que porte le Jane Goodall Institute. Donc, pour nous, non, ça a confirmé tout ce qu'on porte depuis 40 ans ou depuis 60 ans pour Jane. Et au contraire, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se rendent compte de ça, nous soutiennent d'autant plus. On a la chance d'avoir des partenaires absolument incroyables qui non seulement continuent de nous soutenir, mais qui expriment très gentiment leur fierté de nous soutenir, de voir tout ce qu'on prône ensemble être partagé par le plus grand nombre aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un vrai changement des mentalités à ce niveau-là. Enfin, j'ai l'impression, je crois vraiment que les gens sont de plus en plus conscients de ça et que chacun peut agir. Et ça, c'est quand même vraiment important. Et voilà, enfin, et que tout est lié. Et si je viens taper, moi, bénévole au Jane Goodall Institute, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a énormément de façons d'aider. Là, on peut aller sur le terrain, ça déjà, mais c'est pour les gens qui ont beaucoup de temps, puisqu'on prend que des gens sur une durée assez longue. Qu'est-ce que tu appelles durée longue? Ça dépend des pays. Il y a des pays où ça peut être 3 mois, il y a des pays où c'est 6 mois. On a différentes façons de fonctionner. N'hésitez pas à nous contacter, on vous tiendra au courant avec grand plaisir. Surtout, là, il va y avoir beaucoup besoin de gens, donc voilà. Il y a une autre façon, il y a énormément de façons d'aider. On a des bénévoles incroyables à l'Institut en France. Ça peut être des traducteurs, ça peut être des gens qui viennent avec nous dans les écoles, dans les hôpitaux, sensibiliser les enfants. Ça peut être un graphiste, un réalisateur, quelle que soit son expertise. On a la personne qui tient tout notre site internet et tout, voilà, notre community manager. Enfin, c'est vraiment, on est très colibri dans l'âme. Nous, chaque goutte compte et va dans le bon sens. Et c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Donc, on serait plus que ravis de vous accueillir au sein de la communauté. Venez au Jane Goodall Institute. Avec plaisir. Si je devais aborder ce lien assez dichotomique entre l'homme et l'animal, comment est-ce que tu expliques que l'homme passe son temps, enfin l'homme et la femme, enfin l'homme de manière générale, passe son temps à dire qu'il aime les animaux et pourtant il continue à les détruire? Comment est-ce qu'on explique cette schizophrénie et comment on sensibilise sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez une approche particulière à l'Institut? Non, enfin, pas que je sois au courant, c'est encore une fois, c'est je pense en discutant avec les gens, en expliquant justement combien d'abord on fait partie du règne animal, donc la dichotomie dont on parle, elle est toute relative, que les animaux ont une personnalité, enfin, je voilà, je sais Ok. pas quoi dire. Et il n'y a pas de problème. Et quand tu vas en fait sensibiliser, quand tu expliques tout à l'heure, sensibiliser dans les écoles et même sensibiliser par des programmes la jeunesse, quelle est votre approche et votre lien sur le vivant, votre approche de la protection de la biodiversité? Est-ce que c'est quelque chose qui est compréhensible? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà intégré? Et est-ce qu'ils voient déjà des combats se dessiner pour eux, pour leur génération? Ah, mais ils sont extraordinaires. Les jeunes, quel que soit leur âge, sont vraiment extrêmement impressionnants. Enfin, il y a d'abord, c'est une thématique qui est d'une absolue évidence pour eux. L'interconnexion du vivant, par exemple, c'est quelque chose qui est absolument évident pour la majorité d'entre eux. Le fait cette approche qui donne à chacun la possibilité d'agir, la possibilité d'être acteur du changement dont on parlait tout à l'heure, comme nous l'avons au sein du programme Roots and Shoots, et je crois très apprécié, et que ce soit des professeurs, que ce soit des groupes de jeunes, etc. Il y a aussi le fait qu'on les accompagne, mais c'est eux qui décident, c'est eux qui font, c'est eux qui choisissent. Et pour autant, ils ont un cadre.
Pour autant, s'ils le souhaitent, on est là. Pour autant, enfin, voilà, et je crois que c'est assez apprécié. On a aussi la chance d'avoir, par exemple, un partenariat avec Wild Immersion, qui est une réserve virtuelle en ligne, digitale, et ça nous permet d'aller dans des hôpitaux où il y a des enfants qui peuvent pas bouger et de les faire voyager dans une réserve et de les voir émerveillés comme ça. Enfin, ça permet d'initier le dialogue de façon différente. On travaille aussi avec Kinome qui travaille beaucoup sur le rapport aux arbres et sur toute l'année. Donc, on a des programmes vraiment sur toute l'année. Non, c'est là aussi, on retrouve le temps long. On est... Et je comprends aussi qu'il y a le temps long et la complexité des terrains, mais aussi la diversité des solutions. Est-ce que dans... j'ai une question qui est un peu métaphysique, voire philosophique en tout cas. Est-ce que vous pensez au sein de l'Institut, et est-ce que vous avez vu depuis la naissance de l'Institut en 1977, un lien et un rapprochement quand même entre l'espèce animale et les humains? Est-ce qu'à un moment, tu penses qu'on va arriver à sortir de cette ère anthropocène et anthropocentrée avec l'humain au centre et l'humain prioritaire pour enfin arriver à faire pivoter nos sociétés pour une égalité entre l'espèce animale et l'espèce humaine? Ah, je suis intimement convaincue de ça. En tout cas, nous, on œuvre en ce sens. Nous, l'idée, c'est pas de cliver. Nous, l'idée, c'est juste de faire prendre conscience qu'on fait partie de ce tout et qu'on a une place qui est la nôtre, mais on fait partie de ce tout. Et il faut traiter à la fois la faune sauvage, à la fois notre environnement, avec respect et avec empathie. Et c'est avec une approche, je ne vais pas dire globale, j'ose plus. La holistique, ça sera très bien. C'est avec une approche globale et holistique que chacun trouvera sa place, que un vivre ensemble apaisé entre les hommes, les autres animaux et la nature, c'est vraiment quelque chose auquel on œuvre au quotidien, que ce soit par nos projets de terrain en Afrique, que ce soit lors de nos recherches scientifiques ou que ce soit via nos programmes de sensibilisation ou que ce soit par nos actions de plaidoyer pour changer les législations, voilà, sur l'expérimentation ou autre. On parle depuis tout à l'heure. Galit Kenneth, tu es la directrice du Jane Goodall Institute France. Oui. Ma question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé, toi, personnellement, à t'engager dans cette cause? Parce que tu en es le porte-parole en France et tu en parles très bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu as décidé de t'engager? Ça fait quelques années que je suis engagée au sein d'ONG environnementales. J'ai travaillé avec Yann Arthus Bertrand, avec la Fondation Good Planet, par exemple, pendant de nombreuses années. Jane Goodall, j'essaye de le dire bien, c'est une icône. Voilà, c'est une icône pour beaucoup de gens dans le milieu. C'est vraiment quelqu'un qui représente par tout ce qu'elle porte et par ses valeurs quelque chose dans lequel je crois profondément, dans lequel je pense que vivre en harmonie est quelque chose auquel nous devrions plus tendre. Et je trouve que le Jane Goodall Institute a une approche extrêmement pragmatique, extrêmement impactante. On a des résultats que je trouve très impressionnants et on en parlait, mais sur le long terme. Ça veut dire où qu'on aille, on y reste. Enfin, c'est vraiment... et je suis extrêmement honorée d'avoir la chance de faire partie du Jane Goodall Institute. Ouais, oui, non, c'est vraiment... j'ai la chance de connaître quelques personnes voilà, dans le milieu écolo, etc. Je crois un respect à la fois pour qui est Jane Goodall et pour l'Institut et ce qu'il porte et ses projets. Voilà, c'est une grande chance. Et tu sauras que l'intégralité des questions qui nous sont posées à l'heure actuelle, c'est de dire comment est-ce qu'on peut vous contacter à l'Institut, comment est-ce qu'on peut s'engager avec vous. Est-ce que tu as un mail à faire passer ou une plateforme où les gens peuvent venir en fait proposer leurs services pour l'Institut?
Avec grand plaisir. J'ai un prénom et un nom compliqué, donc je vais donner info@janegoodall.fr, mais sinon c'est galit.kenan@janegoodall.fr et je vous promets qu'on vous répondra à chacun d'entre vous avec une immense joie. C'est Il y a vraiment... des propositions de partenariat. Je te fais juste part là d'une dame, Florence, qui est enseignante et élue chargée à l'éducation et à l'environnement dans le 20e arrondissement à Paris et qui demande si ça serait possible de mettre en place un partenariat avec notre mairie afin de diffuser les messages, les informations dans cette envie d'engagement auprès de l'Institut. Je te laisserai lui répondre tout à Florence, je vous l'heure. appelle dès demain. Vous me laissez votre contact. Bon, ouais, parfait. On va faire en sorte de créer le lien entre vous. Sachez, pour vous aussi, qui êtes présents depuis le début de cette conférence, et vous êtes nombreux, on mettra et on remettra tous les mails et tous les contacts pour que vous puissiez effectivement et vous informer et aussi vous engager si vous le souhaitez avec grand plaisir. Bien sûr. Pour finir, Galit, parce que leur temps, j'aurais encore des dizaines de questions à te poser, mais quelles sont vos actualités? Quels sont vos rendez-vous? On va partir pour l'été, mais est-ce qu'il y a des rendez-vous et des actualités pour cette fin d'année 2020? Bien sûr, on est toujours plein de projets. Actuellement, on prépare on est en pleine campagne for Peace Day, donc le jour de la paix. La journée de la paix, c'est le 21 septembre. Et l'idée qu'on a eue, c'était de se dire que avec la période qu'on venait de passer, un petit peu difficile, particulièrement pour certains jeunes, on trouvait intéressant de se concentrer sur le positif de ce qui venait de se passer. Et du coup, on voulait mettre en exergue que même dans une période comme ça, il y a des choses incroyables, il y a des gens extraordinaires, que la générosité a été présente, que l'entraide a été présente, que la collaboration a été présente et que c'est d'ailleurs ça une des choses qu'il faut retenir. Alors du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que la paix, c'est pas que un concept lointain, absolu, philosophique, c'est aussi une façon d'être au quotidien, c'est aussi une façon d'agir au quotidien. Et du coup, on a cette campagne qui est sur notre site internet, janegoodall.fr, et l'idée, c'est de dire prenez une photo, un portrait de quelqu'un de votre quotidien, de votre entourage qui est un héros de la paix. Ça peut être ta grand-mère qui t'a transmis des super valeurs, monsieur Bidule dans ma rue, dans mon immeuble qui a fait cette super initiative pendant la crise. Ça peut être ma meilleure copine qui est toujours là pour tout le monde. Ça peut être vraiment enfin, voilà, quelqu'un de ton quotidien. Vous nous envoyez la photo, le portrait, vous nous dites pourquoi, vous vous prenez en photo et vous nous dites comment vous allez vous engager cette année à devenir encore plus quelqu'un qui va porter toutes ces valeurs. Et nous, ce qu'on va faire, c'est de ça, on présentera l'ensemble de ces témoignages sur notre site internet en septembre, mais aussi on va en faire un livre. Ce livre, il sera soit téléchargeable par chacun, mais aussi il sera donné au secrétaire général des Nations Unies, à la directrice de l'UNESCO, à Jane, enfin aux puissants de ce monde, pour qu'ils entendent vos discours, pour qu'ils entendent vos messages. Et ces jeunes verront, certains d'entre eux, des portraits géants dans les rues de Paris avec Inside Out de notre ami photographe et artiste JR à Bordeaux et à Paris. Et voilà, donc ça c'est une campagne qu'on a. Et sinon le 14 juillet, on va célébrer les 60 ans des découvertes de Jane à Gombe, dont on parlait au début de l'entretien. Et donc pour nous, c'est une célébration auquel on tient beaucoup et vous allez avoir des petites surprises. Sachez qu'au Mouvement Up, on fera en sorte d'être le relais de toutes les initiatives de l'Institut Jane Goodall. Et je suis très contente et très fière de vous dire que la semaine prochaine, on sort le magazine numéro 3 du Mouvement Up. Et justement, on a fait une interview de Jane Goodall pour aller encore plus loin dans l'échange sur tout le travail et tout le travail de l'Institut et tout le travail que porte et tous les messages que porte Jane Goodall. C'est en vente à partir de la semaine prochaine sur le www.movementup.fr. Galit, encore merci beaucoup d'avoir passé une heure avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir invité le Jane Goodall Institute. On y est très sensible. Sachez qu'on sera le relais de toutes vos initiatives et on vous partage à tous, membres de la communauté, toutes les informations. N'hésitez pas sur notre Facebook ou sur tous nos réseaux sociaux si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vous mette en lien avec le Jane Goodall Institute. On est là aussi pour ça. Diffuseur de solutions et diffuseur d'inspiration. Galit, à très vite. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut à tous. Ciao.